Coucou les gros bidous et bienvenue pour une vidéo au format vlog. Pendant 3 jours, j'ai déposé mon GSM à des endroits divers pour pouvoir capter des moments de mon univers tarot, de ma relation au tarot et de ma relation aussi avec certains de mes jeux de tarot. Donc, petite introduction. La vidéo elle va être divisée en 3 parties. On a une première journée où je suis à la campagne chez mes parents et je laisse sur place les tarots que j'avais décidé de laisser là. Je vous explique pourquoi, quelle est ma relation avec ces tarots-là, pourquoi je trouve qu'ils sont mieux à la campagne, quelle est ma pratique avec eux. Et puis on parle aussi un peu d'autres tarots qui reviennent avec moi parce qu'ils sont géniaux, mais qui se sont révélés à la campagne. Ensuite, on a une partie crise de douleur du syndrome des lers dans l'os. Du coup, je vous montre aussi comment je me pose avec le tarot dans des moments où, en gros, je suis capable de rien faire du tout. C'est un peu l'objectif des séries de vlogs. Pour la 3e partie, je vous emmène à l'extérieur, dans un parc, pour parler essentiellement de l'impératrice, de ma relation à cette carte, de tout ce qu'elle représente en termes d'animisme et d'écosystème. Voilà, c'est parti! Tout d'abord, le Seed and Sickle, j'ai décidé de le laisser ici parce que c'est un truc que j'utilise pas, un jeu que j'utilise pas tant que ça à Bruxelles. Je pense que déjà son esthétique me parle pas plus que ça. Et puis voilà, j'aime pas trimballer forcément mes oracles à chaque fois. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette d'avoir un oracle à plante qui reste toujours ici quand j'ai pas forcément envie de bouger celui-là. Si vous vous souvenez un peu de ma review à l'époque, quand je l'ai reçue, c'était pas forcément quelque chose avec lequel je me voyais travailler des masses. Et c'est toujours le cas, sauf que maintenant j'ai un autre oracle à plantes qui prend assez bien, pas la place de celui-là, mais qui me correspond mieux que celui-ci, et que je garderai avec moi à Bruxelles. C'est lui, le Todd James. Partant du constat que celui-ci me convient beaucoup mieux au quotidien pour la plupart de mes tirages et que j'aime vraiment, je m'identifie mieux à ce que propose le guidebook, le livre qui va avec, puisqu'il est certainement plus détaillé, peut-être un peu moins anecdotique. Et dans celui-ci, on en a 2, un pour l'aube et un pour le crépuscule, avec des types de messages différents. Mais au final, je trouve que c'est assez répétitif de plante en plante, parce que sur l'aube, on a la gestion de projet, se lancer dans des projets, des choses comme ça. Sur le crépuscule, on a plutôt un processus de gestation, de revenir à soi, de self-care. Au final, pour les cartes, et elles sont nombreuses, il y en a plus de 50, je pense, dedans, on arrive souvent avec la même chose. Donc, celui-ci me convient très bien, et je le ramènerai ici de temps en temps, mais il revient avec moi à Bruxelles. Heureusement que je vérifie, et l'aubépine était restée dans ce jeu-ci. Hop, je la rends au Dirt James. Ça va aussi me permettre de savoir si celui-ci va me manquer ou non à Bruxelles, et c'est aussi assez intéressant, sachant que je ne suis jamais des mois et des mois sans venir ici. Le Ophidia Rosa Tarot, je l'utilise principalement pour du travail ancestral. Pas juste pour ça, mais je l'utilise principalement au niveau ancestral. Parfois, je fais des tirages avec, pour d'autres choses. Mais il fonctionne très bien au niveau intuitif. Et du coup, pour l'instant, surtout, il fonctionne bien en été pour moi ici. Petite fraise du bois. Donc pour l'instant, je trouve qu'il va être juste bien ici, sans moi, et que je vais pouvoir me réjouir de l'avoir sous la main quand je reviens ici. Il est spécial hein, ce jeu, mais il me provoque des très bonnes réponses intuitives, avec ces éléments très minimalistes et en même temps ce foisonnement de fleurs. Et aussi, pour ce qui n'est pas non plus un type de tirage que je pratique énormément, mais qui va plutôt être type voyance, je l'utilise même un peu comme un pendule, quand j'ai besoin de réponses qui sont plutôt des oui ou des non, et que du coup je communique avec mes ancêtres d'une façon comme ça qui peut être assez directe, et qui ne s'ennuie pas avec une analyse introspective et tout ça, pas forcément, en tout cas ça me donne une direction, mais une direction nette, un peu comme celui-ci, hein, le Hadgroyer
Yourself. Lui, il est top. Et il y a pas d'autres jeux qui remplissent cette fonction, je crois, pour moi. Donc, il est vraiment indispensable. Je le dis parce que j'ai aussi l'Oracle, le Maiden Oracle, je pense, dans la même veine. Mais lui, je vais m'en séparer parce qu'il est trop compliqué dans sa structure, justement pas direct, pas clair du tout. Mais j'aime le côté direct de celui-ci. Donc, voilà. Mais je vais voir ce que ça donne pour moi de l'abandonner, la campagne. Ou, franchement, je sais pas, c'est pas quelque chose vers lequel je me retourne beaucoup à Bruxelles. Donc, je trouve qu'il est bien. Il sera bien ici. Le Witch's Wisdom ne me satisfait pas particulièrement comme tarot, mais en mode plutôt oraculaire, il fonctionne très très bien ici, au rythme des saisons. Donc lui, vraiment, à Bruxelles, je ne l'utilise pas, donc je vais voir comment on va travailler, relationner ici, à deux ici, comment il va continuer à m'aider à relationner avec tout l'écosystème qui est celui que je fréquente quand je viens ici, enfin dans lequel je m'intègre. Là, on va voir, franchement. Enfin, je sais qu'il me répond bien ici, je sais qu'ailleurs, pas du tout, donc c'est comme ça. pas de discussion, en fait, avec lui, tu restes. Avec le Grow Yourself, en réalité, il n'y a pas photo. C'est un total match depuis le début entre lui et moi. Sauf qu'il s'est révélé à la campagne aussi au niveau du travail animiste, de la présence animiste, du travail auprès des esprits, de la communication avec les esprits et des plantes et des ancêtres et du lieu, ce qui n'est pas forcément le thème dont je parle le plus sur ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est pas mon souhait de continuer à parler de ça pour l'instant, sauf que de temps en temps, je vous glisse ça dans mes réflexions parce que ça fait quand même pleinement partie de ma vie. Et du coup, avec son côté directif, c'est un peu comme je vous disais, le Ophidia Rosa, j'aime bien quand il me répond très clairement en oui ou en non. Parce que, en fait, c'est pas facile d'avoir des jeux qui parlent le langage qui est un langage qui est plus qu'humain, quoi. Et lui, il parle un langage qui est plus qu'humain parfois, en étant juste, vas-y, très radical dans ses constats, dans où il va nous chercher. Et en plus, les dessins sont très très parlants pour le travailler avec le lieu. J'utilise vraiment encore une fois travail à défaut d'autre chose, mais je veux plutôt parler de relations, d'interconnectivité, de soins, de créer du lien, ou pas d'accepter parfois qu'il faut pas forcément créer du lien, mais juste accepter le silence, ou accepter qu'on n'est pas le centre du monde en tant qu'humain, humaine. Donc voilà, je trouve que les réponses qui sont proposées me permettent d'aller dans cette direction-là. C'est assez inattendu parce qu'en réalité, avec ces petites phrases-là, il se prête très bien au journaling, à l'introspection et tout ça. C'est pas forcément à la base, beaucoup de gens le lisent au niveau intrapersonnel, tu vois, avec des différentes parties de toi, ton enfant intérieur ou des trucs comme ça. Ok, moi je savais pas si j'adhérais à ça et je trouvais que ce tarot avait plus à m'offrir. Et alors là, maintenant, ici, mais vraiment, mais incroyable, quoi. Ces réponses fonctionnent vraiment bien. Je sais pas vous, si vous effectuez ce genre de communication avec les esprits et tout ça, mais en fait, cette façon très radicale de s'exprimer correspond bien à certains esprits. Pas à tous, évidemment. Il en faut pour tous les genres, tous les goûts, tous les types, mais lui, il comble vraiment quelque chose. C'est inattendu, je ne m'attendais pas du tout à ça de sa part. Voilà, comme on a au moins 3 jeux qui restent ici, je crois que c'est la première fois que je laisse des tarots ou des oracles ici. J'avais envie de partager ce processus avec vous. On est 2 jours après le précédent morceau de vlog où je choisissais les jeux que je laissais à la campagne. Enfin, je les choisissais pas parce que je savais au moment de les embarquer, je les y laisserais en réalité. Voilà, 2 jours plus tard, après la première semaine de mon cycle menstruel où
j'étais bien, j'ai pu marcher beaucoup et tout, c'était vraiment chouette. Ça retombe. Et je suis en train de me projeter dans 3 semaines où c'est pas le top du top au niveau de la santé et tout. Je suis en mode. Mais voilà. Du coup, je vous ai emmené au lit, quoi. Tout simplement parce que j'ai kiné à 16h15 et j'étais incapable de faire quoi que ce soit ce matin, autre que rester au lit avec des bouillottes. Et voilà, maintenant je me suis habillée et je pense que je vais aller me balader avant d'aller chez le kiné. Voilà, c'était juste pour vous montrer aussi cet espace et comment je m'organise. Alors Rose, elle a mis cette table aussi sur roulette, qui est souvent celle qui est juste squattée par les chats qui veulent regarder par la fenêtre. J'ai aussi ma desserte avec tous mes trucs à tarot et tout ça qui est sur roulette. Et du coup, dans les moments comme cela, c'est pas non plus tous les jours, c'est vraiment plus simple pour moi de tout débarrasser, tout t'emmener avec moi au lit. Et puis, je sais pas, j'ai tiré les cartes ailleurs. Il y a des cartes qui viennent d'autres jours, il y a des cartes qui sont des cartes de la semaine, d'autres d'aujourd'hui. Mais j'aime quand même bien les avoir avec moi comme point focal, de pouvoir réfléchir avec elles ou juste de les laisser m'inspirer, qu'elles soient une source de méditation. Donc, je vais les ramener. Je vais les traîner avec moi partout dans la maison. Je sais pas, parfois, c'est le genre de choses dont on pense pas à parler. Genre, vous savez, c'est pas forcément toujours une évidence de parler de nos pratiques. Il y a les personnes qui sont plutôt d'avis qu'une fois qu'on a fait un tirage, on met les cartes de côté, on n'y pense plus, on lâche prise. Moi, je pense que ça dépend vraiment des tirages. De façon générale, de toute façon, c'est pas quelque chose que je fais. J'aime bien laisser traîner les cartes. J'y ai pensé parce que je relisais, je découvrais le livre qui va avec le Queer Tarot. Et il y avait un truc qui était comme ça. Ah, laissez pas traîner vos cartes, vos chats pour aller dessus, et des trucs comme ça. Je suis là. Justement, laissons tout le monde profiter de nos cartes de tarot. Si les chats ne peuvent pas en profiter, quel est l'intérêt? Bon. Donc c'est vrai qu'en général, mes cartes de la semaine, je vais les installer dans un coin de mon bureau, de mon hôtel et tout, pouvoir les regarder à plusieurs reprises chaque jour. C'est un parti pris, c'est assez important pour moi, ça me permet de laisser infuser leurs énergies, d'y réfléchir, d'y revenir. Parfois, elles font pas forcément sens. Je peux aller forcément chercher à outrance, à les connecter à quelque chose que je traverse en début de semaine. Parfois, je fais du journaling tout de suite dessus, mais parfois pas. Et du coup, c'est au cours de la semaine que j'ai l'occasion de connecter à elles, et c'est très chouette comme ça aussi. Ça me fait penser à... Il y a tout un truc de tarot, de journaling et tout ça sur Internet, où les gens font des photos de leurs cartes, les impriment en couleur pour les mettre dans leurs journaux et des trucs comme ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'aime bien la matière des cartes, puis de toute façon... Ça n'a aucun sens pour moi. À la limite, si je veux en faire quelque chose, je vais la dessiner à ma sauce, quoi. Voilà, je sais pas, je fais même pas une imprimante de couleur, quoi, mais je ne gaspillerai pas du papier pour ça. Chacun son truc, mais si je dois gaspiller du papier, alors je vais acheter des jeux en papier ou en carton. Donc voilà, elles vont bouger avec moi. Et par exemple, si là, c'est beau, au point où je me disais... Je prends mon carnet et je peux aller écrire si je vais au parc ou quelque chose comme ça. J'ai toujours la petite pochette à la fin dans laquelle je peux mettre les cartes, même les grandes cartes comme le Living Altar, elles passent là-dedans et c'est super bien protégé. Et donc mes cartes du jour vont se trimballer avec moi tous les jours. Du coup, je me suis rendu compte que par exemple, mon Outgrow Yourself là était dans un état pas possible, mais vraiment... En fait, les cartes noires, ça s'abîme super vite. Je crois qu'en général, c'est quand même vraiment un mauvais plan. Rose, elle m'a fait un pochon exprès avec une de ses anciennes chemises. Je viens de le mettre dedans. Elle m'a dit « Oh, mais zut, ça prend les poils de chat !» Et j'ai fait « Mais tant mieux !» Du coup, il est en train de s'abîmer à une vitesse pas possible, mais je l'ai bien bougé. Comme je vous expliquais plus tôt dans la vidéo, il est allé sur le terrain avec moi. Et bon, voilà. C'est bien, il vit. Et une autre chose que j'ai faite, dont je parlerai certainement quand je ferai une review de ce tarot-là, c'est que j'ai quand même écrit comme c'est tarot oracle, et que c'est pas toujours très clair parce que c'est les mots-clés du tot. J'ai écrit quand même les équivalences des cartes des mineurs pour que ce soit plus simple, que ce soit plus un automatisme, même si il y en a beaucoup, je connais quand même déjà les mots-clés du tot. Et je pense que je vais aussi noter les correspondances astrologiques. J'ai fait ça n'importe comment. J'avais juste envie d'utiliser plein de couleurs différentes, des trucs qui marchent, d'autres moins bien. Mais oui, c'est assez triste comment ça s'abîme les cartes noires. J'ai eu ça aussi avec le Dirt Gems. C'est un autre noir parce que celui-ci, c'est une carte assez... C'est pas une très bonne qualité de carte. Et c'est assez brillant. Et...
Voilà, et le Dirt Gems qui est très mat, qui est de très bonne qualité, mais le noir ultra mat, du coup, ça s'abîme très fort au frottement aussi. Je vais vous le sortir. Ouais, c'est moins fort hein, quand même, mais on s'achemine vers ça. Je le vois, parce que je vois les griffures qui commencent à arriver et tout. Ouais. Ça passe pas plus que ça à la caméra. Ça fait pas partie du dessin, quoi, par exemple, les deux. La gratinure, là. Je suis gâtée avec mes sacs de tarot en ce moment, parce que Rose, elle m'a fait de la récup. Ça, c'était sur une robe. Et donc j'en ai plein de nouveaux. Ça, c'est pour le Holo Tarot. Et ça a l'air d'être aussi large parce que j'ai mis ma boîte et mon deck à part. Et que j'ai une plante toxique dedans. Donc j'essaie de la mettre à l'intérieur pour être sûre que c'est safe par rapport au chat et tout ça. Mais là, c'est trop rempli. Il va falloir que j'adapte ma méthode, je pense. Je peux pas résister. Enfin, j'essaie de pas travailler avec des plantes toxiques parce que j'ai des chats à la maison et je suis très maladroite et tout ça, c'est pas trop pour moi. Mais là, enfin, voilà ce que donne quand même le sac dans l'absolu. Trop mignon. Et lui, en fait, je l'ai pris pour faire un tirage super fort, en purement, plutôt médiumnique, plutôt travail avec les ancêtres et tout ça. Et du coup, je l'ai pris sur place. Donc, c'était dans un parc, enfin, sur le lieu d'une ancienne abbaye à Bruxelles. Et il s'est pété la gueule. Et j'étais vraiment à fond dans un tirage, c'était vraiment intense, c'était sur des questions très fortes, sur des traumas et tout ça. Du coup, je l'ai ramassé à l'arrache, donc il s'est griffé par terre et tout ça. Mais alors, où j'étais assez sceptique par rapport à ce jeu, parce que je suis pas certaine de connecter avec lui, bah en fait c'était très bien. C'est bien qu'ils soient abîmés. Parce que moi, je le trouve assez lisse quand même, au niveau de l'esthétique, dans son minimalisme. Et le fait que maintenant, il soit abîmé de partout. J'ai essayé de frotter un truc un peu humidifié, mais ça marche pas des masses. Je le sens plus vivant, quoi. Plus moi. Moins, trop propre, bien sur lui, tout ça. Et j'étais assez épatée quand même hein, de ces résultats au niveau médiumnique. Qui n'est pas forcément le tarot que je pratique le plus, mais là c'était important pour moi à ce moment-là. J'aurais pas cru ça lui. C'était juste pour vous montrer avant tout mon espace ici. Je sais pas si je vous ai raconté ça. Le mois passé, tout à la fin du mois de mars, tout au début du mois d'avril, j'avais fait toute une vidéo, un peu vlog, pour revenir sur les tarots que j'avais utilisés dans le mois, quelles avaient été ma pratique, mon journaling, tous ces trucs-là, c'était super chouette. J'aime bien regarder ce genre de vidéos chez d'autres, et donc je me suis bien amusée à le faire. En fait, j'étais tellement crevée, je me trouvais pas très intelligible. Je suis toujours aussi crevée maintenant. Mais voilà, je l'ai pas publié, mais peut-être que ce vlog ressemble un peu à ça quand même. Et peut-être qu'à un moment, je ferai, pas tous les mois, mais ponctuellement, des bilans du mois comme ça, parce que il y a certainement des moments où je suis prête à échanger avec vous là-dessus, d'autres pas, d'autres où les choses sont très privées. Et en tout cas, moi, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, que j'aime bien partager, c'est logique. Non? Non, pas toujours. Mais si, quand même, ce qui m'inspire, ce qui me détend, même si c'est pas toujours très intelligent, mais ce qui me détend dans les vidéos que j'aime bien regarder, j'essaie quand même de regarder quelque chose dans ce que je vous rapporte aussi ici, parce que j'ai envie de vous faire du bien, et pas toujours être juste truc un télo chiant, ou review, c'est review, unboxing sur unboxing. Et comme pour l'instant, j'ai pas vraiment l'énergie, sur plein de niveaux, pour proposer du contenu assez poussé. Je sais que j'ai des séries de vidéos à terminer, notamment sur comment réaliser des tirages de tarot et tout. Bah, ça me convient bien, ce petit format vlog, pour appréhender les choses un peu légèrement. Le niveau sonore des travaux en face, c'est une catastrophe. Mais c'est un coup à plus faire de vidéos, quoi. Ils sont partis pour des mois et des mois de travaux. Jusqu'à ce qu'on se fasse virer d'ici, ce sera en travaux en face. On en a encore pour 1 an et demi, a priori, ici. La vie en logement temporaire. Même si j'ai les cartes à côté et tout ça, c'est quand même pas la majeure partie de ce que je vais faire quand je dois passer du temps au lit comme ça, à défaut de pouvoir faire autre chose. Du coup, je vais surtout regarder des vidéos. Aujourd'hui, j'ai quand même l'énergie pour regarder des vidéos qui sont plutôt axées tarot, spiritualité. Parfois, c'est pas le cas, je regarde juste la télé-réalité. Mais là, pour l'instant, ça va. À lire, ce serait trop compliqué. Et podcast, peut-être plus tard dans la journée.
already strong enough as it is, if you're surrounded by people who are, you know, saying certain things to you about what you're doing or who you are, or you can't even reveal to them that you practice certain things because it would just be a complete shit show. Je suis allée au Cerf Royal de Laeken. C'était super chouette, comme tous les ans. Enfin, maintenant, après le Covid, c'est plus facile. Très chelou. Ce qui est très chelou là-bas, c'est toute l'histoire coloniale. Hein. C'est construit par le roi Léopold II, du coup sur le dos du Congo et des Congolais. C'est aussi une œuvre coloniale. Très beau, mais très chargé, comme beaucoup de monuments et de lieux à Bruxelles et en Belgique. Et d'autant plus ceux-là qui sont associés à la famille royale. Et pour clôturer, je crois, cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'impératrice. Déjà, le truc, c'est qu'elle revient pas mal en ce moment comme carte, et c'est certainement pas très étonnant parce que le soleil est en taureau, on approche de la pleine lune, donc de la nouvelle lune qui est aussi une éclipse en taureau, et du coup les énergies du taureau sont des énergies qui sont très vénusiennes, et du coup l'impératrice c'est une carte de Vénus, avec pour moi quelque chose qui est beaucoup plus taureau que balance quand même dans son côté vénusien. Je pense que je me suis étonnée moi-même quand j'ai fait le podcast avec comment s'appelle ce podcast, de Cécile Faltasi, j'ai oublié le nom du podcast, La Pépite, je vous mettrai le lien en dessous, et qu'elle m'a demandé c'était quoi ma carte du tarot préférée, ou celle à laquelle je m'identifiais le plus, disons, et c'est l'impératrice qui est sortie. C'est chaud quand ça sort parce que c'est tellement une carte chargée en termes de genre, qu'on voit super souvent dans un cadre binaire, et tout ça, c'était pas gagné entre moi et l'impératrice. Probablement qu'il y a 5 ans, je vous aurais dit c'est la carte que je déteste le plus. Mais en fait, c'est sorti assez spontanément à ce moment-là, mais en réalité, c'est vraiment une carte à laquelle je m'identifie vraiment super fort. Qui parle d'une façon très organique d'être dans les écosystèmes, d'être à l'écoute, mais une écoute assez participative, d'être dans la sensualité, mais ça veut dire dans le fait de percevoir, de participer, de communiquer avec nos sens et de recevoir aussi avec les autres. Donc c'est quelque chose de très incarné. Le corps est super présent dans cette carte. Le corps comme un écosystème qui est rempli de bactéries et de plein de choses, mais aussi dans notre participation aux écosystèmes. Et je sais pas, c'est très moi. Et donc ça m'a fait penser à un bouquin, parce que j'étais en train de le lire tout à l'heure dans le tram pour venir ici, qui s'appelle Comment la Terre s'est tue, de David Abraham, et le sous-titre c'est Pour une écologie des sens. Une écologie des sens, les sens. C'est formidable. Donc c'est un texte qui est assez ancien maintenant, enfin je dirais il y a certainement 25 ans, parution originale en anglais 96. The Spell of the Sensuous, le sensuel, le sort des sensuels. C'est vraiment très chouette, ça a beaucoup inspiré l'animisme à l'heure actuelle. Du coup, dans le tram tout à l'heure, j'ai quelques passages qui m'ont vraiment interpellée, qui me font bien penser à l'impératrice. Donc c'est juste des extraits que j'ai lus tout à l'heure et qui m'ont bien parlé. Lorsque nous renouons avec nos corps vivants, le monde perçu lui-même se modifie et se transforme. À mesure que nous commençons à fréquenter délibérément l'évidence muette de nos participations sensorielles, certains phénomènes qui, d'habitude, commandent notre attention, commencent à perdre leur pouvoir de fascination et glissent à l'arrière-plan. D'autres présences, jusque-là ignorées ou négligées, commencent alors à surgir de la périphérie et à influencer notre expérience. Les innombrables artefacts humains qui nous occupent en général,
les routes asphaltées, les clôtures grillagées, les fils téléphoniques, les bâtiments, les ampoules électriques, les stylos à billes, les automobiles, les signaux routiers, les poubelles en plastique, les journaux, les radios, les écrans de télévision, commencent tous à afficher un style commun et à perdre un peu de leur caractère distinctif. Au même moment, d'autres êtres, les corbeaux, les écureuils et les arbres et les mauvaises herbes qui entourent nos maisons, les insectes bourdonnants, le lit des rivières, les nuages et les averses, commencent tous à exhiber une vitalité nouvelle, chacun incitant le corps vivant à une danse particulière. Même les rochers et les roches semblent parler leur propre et étrange langage de signes et d'ombres, et invitent le corps et son squelette à une communication silencieuse, en contact avec les formes natives de la terre. Nos sens sont progressivement stimulés et réveillés, combinés et recombinés en des agencements sans cesse changeants. Et un peu plus loin, ça donne ça. En contraste, les artefacts de la population produits en série, depuis les cartons de lait jusqu'aux machines à laver ou aux ordinateurs, attirent nos sens dans une danse sans fin qui se répète sans variation. Pour le corps sentant, ces artefacts sont, comme tout phénomène, animés et même vivants, mais leur vie est profondément contrainte par les fonctions spécifiques pour lesquelles ils ont été fabriqués. Lorsque nos corps maîtrisent ces fonctions, les objets manufacturés n'enseignent en général rien de plus à nos sens. Ils sont incapables de nous surprendre et nous devons donc continuellement acquérir de nouveaux objets fabriqués, de nouvelles technologies, le dernier modèle de ceci ou de cela, si nous voulons éprouver de nouvelles expériences simultanées. Donc encore un peu plus loin, on a un petit passage qui dit « La nature sauvage et terrestre des matériaux, le bois, les argiles, les métaux et les pierres qui composent ces bâtiments est facilement oubliée sous ses formes abstraites et calculables. » Et là, on a une note en bas de page qui m'a bien plu aussi. Et ça dit « L'art véritable, pourrait-on dire, est simplement une création humaine qui n'étouffe pas l'élément non humain, mais permet à ce qui est autre dans les matériaux de continuer à vivre et à respirer. Un tel art, en ce sens, n'impose pas une forme extérieure à une matière réputée inerte, mais permet à la forme d'émerger de la participation et du rapport de réciprocité entre l'artiste et ses matériaux, que ces matériaux soient des pierres, des pigments ou des mots. Ainsi compris, l'art est bel et bien une entreprise de coopération, une œuvre de co-création qui respecte et honore la dynamique et la puissance des matériaux terrestres. En échange de ce respect, les matériaux apportent en contribution à la culture humaine leur résonance plus qu'humaine. C'est la fin de la note en bas de page. Je reprends un tout petit peu du texte. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons un avec notre corps et que nous goûtons le monde avec nos sens animaux, une si grande partie de notre environnement bâti et tant d'artefacts qui le peuplent semblent tristement superflus et ennuyeux. On va plus loin. Ainsi, les retrouvailles avec la réalité incarnée, sensorielle de l'expérience, entraînent avec elles des retrouvailles avec le milieu vivant dans lequel nous sommes corporellement enracinés. Faisant retour à nos sens, nous découvrons graduellement que nos perceptions sensorielles constituent tout simplement notre propre part d'une vaste trame où s'interpénètrent des perceptions et des sensations produites par d'innombrables autres corps, qu'elles sont nourries non pas seulement par nous-mêmes, mais aussi par les torrents glacés qui dévalent les pentes granitiques, par les ailes du hibou et les lichens, par le vent invisible et imperturbable. Voilà. C'était le passage que j'avais envie de vous lire avec l'impératrice. J'espère que ça vous inspirera autant que ça m'a inspiré moi, parce que le soleil est en taureau, donc c'est la saison du taureau. On a cet axe aussi au niveau du coup des phases de la lune, de la pleine lune et de la nouvelle lune. On explore l'axe taureau-scorpion qui est particulièrement mis en avant parce que on est en train de vraiment bien entamer les différentes éclipses qui vont se passer sur l'axe taureau-scorpion. On a eu la dernière cet automne au début de l'hiver, puis là on en a deux d'affilée. Ça va nous faire, ça va énergiser ces parties de nos thèmes astro et puis ces thématiques en général qui sont liées à taureau et au scorpion. Et donc voilà, ça me fait vraiment penser au taureau cette carte ici. Et c'était un petit bout de mes lectures que j'avais envie de vous partager. C'est David Abraham, Comment la Terre s'est tue, pour une écologie des sens, et la version française est donc parue à la Découverte Poche. C'est tout pour cette fois. À bientôt les gros bidous. Salut, salut. Vas-y, écrase-les. Cœur avec
avec les doigts, cœur avec Shawin.